Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Le grand débat de la rédaction du groupe de presse Eden TV, Diaspora FM. Et bien sûr, les nouveaux ministres étaient en conseil des ministres le mercredi dernier, 11 septembre 2019. À l'issue de ce conseil des ministres, bien sûr, plusieurs mesures sociales ont été prises. Le cas de certains agents en position irrégulière au niveau de la fonction publique a été également réglé. La question au cœur de cette émission, le forum de la rédaction. Un mot également sur ce nouveau gouvernement. Patrice Talon a-t-il opté pour la continuité ou opte-t-il pour une certaine stabilité, puisque nous avons constaté que ce remaniement ministériel n'a pas connu l'entrée de beaucoup de nouvelles têtes. Pourquoi Patrice Talon bien sûr opte pour cette continuité ou cette stabilité? Que cache alors bien sûr cette stratégie du président Patrice Talon? Les analyses à suivre avec nos deux invités sur ce plateau de forum de la rédaction. L'Union progressiste en journée de réflexion. Il s'agit pour les membres des militants au sein de l'Union progressiste, ce parti issu bien sûr de la réforme du système partisan, l'un des grands blocs et bien sûr en place au plan politique. Il s'agit donc pour ces militants de réfléchir sur un militantisme de type nouveau. La question qui se pose alors est-ce que ça va être juste un creuset de réflexion, voilà, et puis sans grand changement, pas sans impact, parce que ces discours, nous sommes habitués à ces discours depuis quand même le renouveau démocratique 90 jusqu'à ce jour, et nous connaissons le fonctionnement des partis politiques. Le débat donc à faire sur également cette émission. On fera un tour pour parler de l'actualité continentale, nouvelles violences xénophobes en Afrique du Sud, la situation, et bien sûr, s'aggrave, d'autres morts, c'est bien constaté au cours de la semaine sur le continent. Voilà donc les sujets à décortiquer sur le grand débat de la rédaction, le forum de la rédaction. Merci de nous rejoindre. C'est bien sûr le forum de la rédaction. Deux invités pour faire le débat sur ce grand plateau. Dios Tchatia, directeur de rédaction de quotidien Les Pharaons. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et puis en face de vous, quelqu'un que vous connaissez déjà très bien, habitué à ces sondes, animateur et puis journaliste, présentateur de débat, rédacteur en chef du groupe de presse Eden TV, Diaspora FM, rédacteur en chef de Eden Télévision. Voilà. Loris Freddy d'abord, bonjour. Bonjour Corneille, bonjour fidèles amis, téléspectateurs et auditeurs. Alors, on va commencer par le tout premier sujet, les nouveaux ministres qui ont bien sûr découvert mercredi dernier la grande salle du Conseil des ministres. Plusieurs dossiers ont été étudiés lors de ce Conseil des ministres. Le chef de l'État et son équipe s'est penché bien sûr sur les travaux de vérification de la régularité des opérations de reversement dans la fonction publique et bien sûr des agents occasionnels et autres agents contractuels de l'État. Dossier vidé. Dios Tchatia, vous avez suivi ce dossier et puis on comprend aisément que le chef de l'État et son équipe ont opté quand même pour le reversement d'un certain nombre, pas du tout peu, d'agents dans la fonction publique. Que pensez-vous de la gestion de ce dossier? Je pense qu'après la mission effectuée par le comité mis en place pour vérifier les irrégularités au sein des agents de la fonction publique, il a été constaté un certain nombre d'anomalies. Entre autres, certains agents qui avaient des faux diplômes. Bien sûr. Il y avait aussi des agents qui ont été admis à travailler dans la fonction publique et qui n'avaient pas encore 18 ans. Il y a aussi ceux qui avaient déjà passé 60 ans d'âge à la retraite. À première vue, cette décision vient en quelque sorte en réponse aux détracteurs du régime qui n'hésitaient pas à brandir que ce gouvernement en place ne faisait pas du social. À ma foi, c'est un peu ce que ça reflète. Cette décision témoigne en quelque sorte de la bonne gestion du gouvernement en place, de maintenir en quelque sorte la cohésion sociale, la paix sociale qui règne dans le pays. Et je pense que si les faux diplômés n'ont pas été pris en compte,
malgré cette largesse du gouvernement de maintenir l'ordre social, c'est que quand même ce gouvernement arrive à quand même séparer les bons grains de l'ivraie. Tout à fait. C'est l'analyse que je fais à première vue de cette décision. Alors, Loris Ferry, d'abord, sur ces 3 catégories, finalement, on peut dire que le gouvernement a laissé passer par rapport à ceux qui n'avaient pas l'âge en ce moment-là et qui avaient été reversés. Et puis, ceux qui ont excédé en ce moment également. Qui ont plus de 60 ans. Retraite, voilà. Alors, c'est justement à ce niveau qu'on voit toute la flexibilité du gouvernement et soucieux quand même du climat social de paix qu'il faut. Oui, vous l'avez bien dit, vous savez, à l'avènement du régime, de la rupture du régime du gouvernement de Patrice Talon, on a tout fait de voir le manque du social de par les premières actions, de par les premiers pas déjà posés par ce gouvernement que je ne vous rappelle pas, vous savez, le déguerpissement, sinon la libération des espaces publics et bien d'autres actes. Mais il faut rappeler que tout ceci s'inscrivait dans... Justement, on pensait que le gouvernement allait justement gérer rien qu'avec une main de fer et que rien qu'avec le bâton et qu'il n'y aurait jamais la carotte. Vous venez de le dire, Dios vient de le rappeler. Eh bien, le gouvernement reste bien social, mais au-delà du social, il faille opter pour le minimum de rigueur pour toute entreprise. D'ailleurs, on saurait ne pas opter pour la rigueur et évoluer, vous l'avez dit. Mais au-delà, il faille mettre l'accent sur un petit détail. Les tout prochains jours, eh bien, les indélicats seront au nombre de plusieurs centaines à perdre leur emploi. Il faut préciser ici que ce sont des cas, justement, qu'on devait même punir. Il faudrait aller même au-delà de la perte de l'emploi et les punir, parce qu'au moment où ces indélicats bénéficiaient allègrement de la trésorerie, bénéficiaient allègrement de ces salaires, il y en a qui méritaient, qui avaient de bons diplômes, qui méritaient, qui ont rempli les compétitions, qui ont le profil adéquat, mais qui triment à la maison, qui galèrent, qui n'ont pas pu décrocher ce premier emploi et pas des coulisses insipides et ordurières, et ceux-là ont pu travailler, bénéficier du contribuable pendant plusieurs années. Donc il faut préciser ici que ceux dont on aura connaissance les prochaines semaines au regard de ce travail de fond qui a été fait par le gouvernement, que ce ne serait pas un manque de social vis-à-vis, ce ne serait pas de l'inhumanisme vis-à-vis de la part du gouvernement, mais c'est justement pour optimiser les ressources au sommet de l'État, justement pour toiletter en griffe, si on peut le dire, les vieilles pratiques de copinage, de parenté, où voilà, au moment où vous n'avez presque pas le CEP, eh bien, vous pouvez décrocher un emploi que quelqu'un qui a le bac cherchait depuis plusieurs semaines. Donc, plus rien, comme le disait l'autre, ne se passera comme par le passé. Il faille mériter, il faille avoir le profil, il faille remplir les conditions adéquates pour pouvoir accéder à tel emploi, à tel poste de responsabilité. C'est désormais ainsi, et c'est ce qui est de mise par, c'est ce qui est prôné par ce gouvernement de Patrice Athanase-Guillaume Talon. Oui, mais justement, nous savons qu'avec ce gouvernement, il y a beaucoup de réformes, surtout en matière de lutte contre la corruption et l'impunité. Est-ce que certainement que c'est prévu également par le gouvernement, parce qu'il faut maintenant traquer les auteurs de ces reversements fantaisistes, Dios Tchatcha, puisque si nous avons des faux diplômés qui sont retrouvés dans l'administration, ils ont bénéficié des complicités, de certaines complicités. Et ils ne se sont pas levés simplement pour... Est-ce que vous bon, nous ne connaissons pas le chronogramme du gouvernement en la matière, mais le reste à faire selon nous, pour rassurer quand même que la lutte contre l'impunité qui a démarré sous ce régime-là n'est pas une lutte vaine. Il faut quand même qu'on puisse dénicher les cadres qui sont tapis dans l'ombre et qui sont responsables de cette situation. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est le moment pour le gouvernement en place de joindre l'acte à la parole. Puisque depuis son avènement au pouvoir, le chantre du nouveau départ a toujours chanté qu'il allait mener une lutte implacable et sans pitié contre la corruption et l'impunité. Dans un premier temps, il a séparé les mauvais grains de l'ivraie. C'est-à-dire, on sait maintenant au sein de l'administration béninoise ceux qui étaient détenteurs de faux diplômes et qui opéraient en marge de la légalité, qui prenaient les sous du contribuable gratuitement.
et ceux qui méritaient d'être au poste étaient laissés pour compte, étaient à la maison, ce qui est déplorable. Maintenant, après avoir déniché ces mauvais, il faudra aller au bout du processus. Au bout du processus, c'est quoi? Poursuivre ceux qui, des années durant, ont pris les sous du contribuable sans avoir les compétences nécessaires. Je pense que si on veut que la corruption n'ait plus jamais le droit de citer au Bénin, il faut commencer par là. Il faut que ceux-là servent d'exemple. Il ne s'agira pas non seulement de les extirper de la fonction publique, non. C'est de donner des exemples et de dire plus jamais les choses ne se passeront comme avant. Tout à fait. Il s'agira surtout pour le chef de l'État d'aller au bout du processus. Il ne s'agit pas juste de dire, ils sont sortis juste de la fonction publique. Ça suffit. Non. Je pense que cela ne va pas satisfaire les milliers de Béninois qui ont été laissés pour compte et qui avaient les profils pour fonctionner dans la fonction publique. Donc il faut dénicher, il faut dénoncer le système même, parce que le système est resté, le risque d'abord. Si on a des gens qui ont eu des faux diplômes, reversement fantaisiste, parce qu'on en parlait de plus de 5000 dossiers de reversement fantaisiste, et ça veut dire que le système est resté. Il faut quand même dénoncer ce système-là, il faut poursuivre, il faut déloger les acteurs, les auteurs. Je le disais tantôt, vous savez, c'est un système, c'est un réseau séculaire. Et quand il s'agira maintenant de remonter aux fines branches de ce vieux réseau, eh bien... Ça risque de déménager fort, vous voulez dire? Non, ça va déménager sensiblement. Non seulement ça va déménager, mais on fera tôt de crier encore la chasse aux sorcières, voilà. On verra rien qu'à travers cette catégorie, rien que des opposants. Oui, c'est une stratégie pour affaiblir tel camp au détriment de tel camp. On perd de vue au fait la réalité. Sinon, comment comprendre, vous et moi, qui avons souffert par le passé sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi et beaucoup d'autres dans d'autres universités, et que certains soient encore à la charge de leurs parents au-delà de la trentaine d'années, que certains soient encore supportés, parents et enfants et femmes, j'allais dire, par leurs parents, et qu'au même moment, des badauds, des filous, permettez-moi ces concepts plus ou moins très peu jojo, que ceux-là qui ont pu passer par des coulisses que je traitais d'ordurier tout à l'heure, qui ont pu décrocher ces diplômes fabriqués dans des centres d'informatique et autres, eh bien, décrochent de bons emplois et vous naguez par la suite, parce que vous continuez à zème, vous continuez à traîner vos carrosses, vos vieux carrosses dans les rues. Et bien, ce sont ceux-là qui déjà changent de véhicule parce que voilà, ils sont déjà à de très bons postes, bombardés à la tête de certains projets juteux de l'État. Et vous sentez, vous vivez cette frustration pendant des années. Et qu'un gouvernement en arrive maintenant à dire, hâte. Eh bien, arrêtons, mettons fin à cette bévue, à cette bêtise séculaire dont je parlais tantôt. Eh bien, on verra tout de suite, je l'ai dit, attendez de voir, vous verrez, on sollicitera nos canaux encore pour flécher l'un ou l'autre, comme quoi, voilà, on a fait qu'arracher l'emploi, on a fait qu'arracher la carotte aux enfants des opposants, mais non. C'est maintenant plus que jamais qu'il faille préciser que c'est une belle lutte et que tout le monde doit y contribuer. C'est une belle lutte parce que quand on aura vidé le service public de ces indélicats, eh bien les enfants en griffe, ceux que nous appelons pauvres, les citoyens normaux pourront maintenant postuler à différents emplois et décrocher décemment comme il le faut, pour ceux qui rempliront justement les conditions, leur premier emploi. C'est ce qu'il faut pour un État, dans un État qui se respecte. C'est ce qu'il faut. Il faut opter pour cette rigueur. C'est vrai, c'est un peu difficile pour ceux-là qui bientôt vont perdre leur emploi. Ceux-là qui ont déjà appris ceux-là qui ont déjà un train de vie donné vont devoir supporter parce écoutez, ce serait que les récoltes de ce qu'ils avaient semé par le passé, justement. Un autre point du Conseil des ministres, c'est bien sûr que ça concernait les agents restés au service de l'État depuis le 31 décembre 2007, mais non rémunérés. La question a été donc réglée. Et je crois quand même qu'avec toute cette décision, il y a de quoi rassurer les enseignants de la promotion 2008 qui doutaient, qui sous fond de méfiance,
rejetait l'évaluation diagnostique, mais heureusement que tout s'est bien déroulé. Alors, on s'intéresse maintenant à la formation du nouveau gouvernement, puisqu'on parle du premier conseil des ministres de ce 4e gouvernement de Patrice Athanase Guillaume Talon. Pas beaucoup de nouvelles têtes, pas beaucoup de nouvelles têtes qui soient donc entrées dans ce gouvernement, juste quelques modifications à des niveaux donnés. Dios Tchacha. On a vu quand même qu'on lit à travers ces remaniements depuis l'avènement du régime Patrice Talon et qui n'est pas habitué quand même à faire de grand toilettage dans son gouvernement, juste de modifications, juste de petits réaménagements. Alors pourquoi Patrice Talon a opté pour cette constante? Est-ce une continuité dans la continuité des actions au profit du PAG où les ministres qui sont là sont si fidèles et dociles et compétents qu'il n'y a plus d'autres cadres pour l'aider, où il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre dans son entourage? D'abord, il faut dire que la loi lui donne ses prérogatives de pouvoir décider d'avec qui il va travailler. Oui, c'est ça. C'est d'abord un premier point. On aurait beau dire qu'il a choisi des mauvais autour de lui. Si tel est qu'ils sont mauvais, il va continuer à travailler avec ceux-ci. Ça fait partie de ses prérogatives. Toutefois, à la lecture de son remaniement ministériel, je vois qu'il a préféré plutôt la continuité dans l'action. Ça lui fait déjà 3 ans et demi, bientôt 4 ans au pouvoir. Et je pense que l'équipe qui fait chemin avec lui depuis 2016, il n'a pas trop voulu s'en séparer. Non pas que ces derniers sont dossiers, sont fidèles, non. Je pense que depuis son... Mais qu'est-ce qui explique alors? Oui, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé d'une façon ou d'une autre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire la promotion de la compétence. Et, excusez du peu, si j'ai une équipe en place et je m'y plais, j'aime travailler avec ceux-ci et ces derniers font du bon boulot, je ne vois pas dans quelle mesure je puisse m'en séparer. Non, je préfère travailler avec ceux que je connais déjà et qui sont compétents plutôt que de m'entourer d'incapables et qui vont m'amener à végéter dans la médiocrité. A-t-il évité de faire dans la politique de reconnaissance, de remerciement? Parce qu'il y a quand même 2 blocs solides, 2 grands blocs, 2 grands partis politiques autour de Patrice Talon. Et on sait qu'on a déjà dépassé la qu'on appelle, on a déjà dépassé la période, on est arrivé pratiquement à dépasser la moitié, voilà, justement, de son mandat. Alors, mais justement, et les autres aussi qui... Oui, c'est justement ce qui fait la particularité de ce chef d'État. C'est quelqu'un qui n'est pas trop dans le populisme, autrement dit, dans la politique. Ce ne sont pas que des nominations politiques. À l'analyse, il est déjà presque à la fin de son mandat. Il pouvait quand même faire des nominations de remerciements. On l'a vu déjà par le passé, des remaniements qui ont été faits à 80-90%, juste pour remercier certaines personnes de leur fidélité, de leur loyauté. Et à ma foi, à l'analyse de cette nouvelle équipe en place, je peux dire quand même qu'il a essayé de rester quand même dans les normes pour qu'on ne dise pas, là, c'est la fin du mandat, il essaie de remercier les gens. Loïs, d'abord, est-ce que cela ne va pas engendrer des frustrations qu'on n'osera pas porter quand même devant le public, parce que nous savons qu'il y a quand même géré 2 grands blocs, puisqu'on a réussi le système partisan avec 2 grands partis politiques bien assis du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vous entendais poser la question tout à l'heure à Dios, comme quoi est-ce que le président Patrice Talon manquait de marge de manœuvre, ou il n'en a plus ou non. C'est vrai que par le passé, si Patrice Talon allait opter pour le vieux principe du gouvernement Boni Yayi, eh bien, ce gouvernement serait à moitié républicain, à moitié progressiste. Et c'est ce à quoi tout le monde s'attendait, de voir rien que bombarder ministre des cadres. Vous savez,
L'autre a fait le choix, enfin son prédécesseur a fait le choix d'être une fabrique de ministres, d'être une fabrique de jeunes millionnaires ou milliardaires. C'est un choix. Lui s'est démarqué sensiblement de ce mode de principe. Écoutez, lui s'est démarqué sensiblement. Non, je parle pas seulement des ministres. Enfin, au-delà des ministres, je parle du gouvernement passé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait quand même de jeunes promus, de jeunes promus. Justement, ici, oui, le choix de l'actuel, de Patrice Athanase Guillaume Talon est tout à fait simple. C'est travailler de manière technique et ceci dans la sobriété, dans le calme. Voyez-vous, c'est ce qui a généré au départ le grand manque de communication, et l'on pensait que à travers ce manque de communication que le gouvernement ne travaillait pas dans l'ombre. Mais c'est son mode de communication. Et vous voyez, vous avez dit est-ce qu'il manquait de marge de manœuvre? Non. Il s'est entouré depuis le début, depuis son avènement à la tête de l'État, de techniciens rompus. Je ne vous apprends rien, vous l'avez suivi déjà à leur premier jeu ou à leur premier exercice lorsqu'il était question de présenter chacun son département lors de la présentation du PAG. Vous avez vu comment chaque ministre s'était défendu. Vous avez vu comment chaque ministre, sans être plongé dans des papiers, sans avoir bûché des pans du PAG, chacun s'exprimait avec aise. Justement, parce que chacun, comme pour parodier un tout petit peu cet ouvrage d'Édouard Locaux, ils n'étaient pas des intrus qui ne connaissaient pas leur maison. C'était justement des propriétaires de leur maison. Oui, il vient encore une fois de nous le confirmer à travers le ministre Herroumen qui revient à la maison, l'honorable Michel Abimbola qui revient à la maison. J'allais en parler même. Le cas Herroumen, c'est un cas spécifique. Nous allons revenir là-dessus, mais avant le risque d'abord, quand on sait que nous sommes pratiquement à la fin du mandat et que nous savons qu'au Bénin, on est habitué quand même à cela, qu'on le veuille ou pas. À remercier. À remercier. Alors, à promouvoir pour promouvoir. Est-ce que, puisque qu'on le veuille ou pas, ça va rester l'un des derniers gouvernements, qu'on le veuille ou pas? Non, il peut toujours. Est-ce que comment gérer maintenant la base à l'heure actuelle, s'il y a des frustrations, il y en a, est-ce que vous ne pensez pas que les tout prochains jours seront peut-être un peu plus difficiles à gérer, politiquement parlant, le contrôle politique sur sa base par le président Patrice Talon, si déjà ceux qui, depuis le début peut-être du mandat, s'attendaient à les voir, à voir leur promotion, pas forcément en tant que ministre. Une chose est sûre, en 5 ans, je ne sais pas par quelle magie on pourra passer pour faire 11 millions de ministres. Non. Donc, nous ne serons jamais tous ministres. Maintenant, si par le passé, l'habitude était que, voilà, je vous soutiens pour devenir député, après je vous soutiens pour devenir ministre, après... C'est pas le moment de commencer par avoir maintenant plus que jamais, justement, c'est maintenant plus que jamais qu'il faille réaliser qu'on peut soutenir un idéal sans être hissé au sommet, sans intérêt égoïste. On peut supporter tel gouvernement, tel président, sans forcément goûter au Parlement pendant les 5 ans. L'essentiel ici, c'est d'appuyer, c'est de contribuer à l'évolution de cette nation de par ce qu'on fait, à travers son domaine d'action. Et non forcément. C'est vrai que on a habitué certains caciques par le passé, rien qu'à s'attendre à la nomination, à la promotion. On soutient parce qu'on s'attend à décrocher des marchés de milliards, on s'attend à décrocher des projets, on s'attend à être bombardé, ambassadeur quelque part. Et cela contraignait en quelque sorte les prédécesseurs de Patrice Talon à parfois faire le choix des profils qui ne convenaient pas, qui ne concordaient pas, qui ne correspondaient pas à certains postes. On en a connu par le passé. Justement. Mais cette fois-ci, il faille opter pour la technicité, la capacité, la compétence qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, c'est important. C'est au nom de la compétence, de la technicité, de la capacité à pouvoir conduire et réussir le PAG que Hervé Herroumen est revenu au gouvernement? D'abord, si je vais partir de ce que disait mon confrère tout à l'heure, je pense que si on doit regarder la tête du mouton le jour de la Tabaski, on ne va jamais corriger, c'est pas possible. Encore que avant son remaniement, il a eu déjà consulté la base. Et je pense s'il devait quand même se tabler sur ce qu'avait ordonné la base, il n'allait pouvoir jamais faire ce type de remaniement et on allait toujours voir des cadres compétents en leur sein. C'est d'abord un fait marquant de mon point de vue. Aussi, l'arrivée de Hervé Herroumen dans le gouvernement,
il a été déjà... il avait déjà fait partie du gouvernement. Il avait déjà occupé ce poste. Donc, il sait en quelque sorte ce à quoi il devait s'attendre. Oui, mais la question, Hervé Herromin revient au même poste. Il a été jeté de ce poste en 2017. Je crois que ça doit être en octobre 2017. Les raisons n'ont pas été tout à fait communiquées. Les raisons n'ont pas été véritablement communiquées. Et puis, il revient. Alors, qu'est-ce que ça cache le retour de Hervé Herromin, selon vous? Donc, on peut faire une série d'interprétations. Donc, c'est vrai que c'est dans un premier c'est politique, un remerciement politique pour le remercier de tout ce qu'il a fait. Est-ce que c'est pour réparer une erreur du passé? Réparer une erreur du passé. Oui, je pense pas. Non, erreur de la part de qui? Erreur de la part de qui? Peut-être qu'on reprochait, peut-être que le numéro 1 reprochait quelque chose à Hervé Herromin en ce moment. Et que peut-être ce reproche a été corrigé et qu'il pense maintenant que voilà, eh bien, mon cadre compétent dont j'ai eu besoin par le passé peut maintenant revenir à ce poste pour poursuivre. Voilà. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au départ, au lancement du PAG, il a eu besoin de Hervé Herromin. Donc, c'est dire que c'était quand même un cadre compétent qui n'est plus à démontrer ici. Personne ne doute de sa compétence. Et puisque l'erreur est humaine, eh bien, Hervé Herromin, en supputant, se serait peut-être trompé sur quelques détails sur la gestion de certains dossiers. Je ne sais pas, je dis ce serait en son temps. Et puisqu'on le connaît rigoureux, et puisqu'on le connaît pas comme un chantre de l'amitié, de copinage, eh bien, il s'est séparé de ce cadre compétent pour un moment donné. Eh bien, et se sent maintenant capable de lui faire appel, eh bien, libre à lui. Et il reste, comme Dios l'a dit au départ, l'unique à décider du choix, à justifier du choix vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de cette mission qu'on lui a confiée depuis 2016. Des raisons. Le timing est parfait. Je pense que c'est maintenant que le programme d'action du gouvernement amorce sa vitesse de croisière. La maquette qui était au départ, le programme d'action du gouvernement qui était une maquette au départ est maintenant visible. Tout le pays est en chantier. Et s'il le fait revenir, c'est bien pour un but précis. Un chantier. Et je pense maintenant que parce que d'autres bénévoles vous diront qu'il ne va pas les chantiers. C'est visible. Toute la ville de Cotonou. Et on dit souvent qu'un homme Et on dit souvent qu'un homme averti en vaut deux. Et je pense que cette fois-ci, si c'est une erreur qui lui a valu cette sortie précoce du gouvernement, que Hervé Herromin ne réitérera plus cette même erreur. L'autre surprise du gouvernement, c'est le cas du ministère, la création du nouveau ministère de la culture, du tourisme et des arts. Le ministre Omeki un peu déchargé Loris Frey d'abord. Oui, dans un premier temps, on peut faire cette lecture de le décharger, de l'alléger, de le soulager quelque peu dans cette lourde tâche, parce que, vous savez, par le passé, il gérait 3 à 4 ministères en un. Il gérait le sport, le tourisme, la culture. Et vous savez, c'est dense, tous ces différents départements à confier à un jeune aussi talentueux qui a prouvé quand même qu'on peut être jeune et bien faire. Vous savez, par le passé, les postes ministériels étaient la promotion, étaient l'apanage du 3e âge. Je ne vous rappelle rien. Maintenant, celui-ci, le régime actuel a opté pour la promotion de la jeunesse. Orzaz Omeki a fait ses preuves. Au-delà de cette première lecture de le soulager, qui consiste à voir une sorte de soulagement accordé au ministre Omeki, on peut aussi s'interroger sur d'autres angles. N'est-ce pas peut-être une manière, une petite sanction au lendemain de ce qui peut être appelé frasque du ministre Orzaz Omeki à travers la célébration plus ou moins pompeuse du baptême de son fils. Pourquoi vous parlez de célébration pompeuse? Je ne serais peut-être pas tout à fait d'accord avec vous, Loris, d'abord. Non, j'ai dit plus ou moins. J'ai mis un léger bémol, vous savez, ou plutôt la communication pompeuse qui a entouré le baptême du fils de... Non. Papa, je pense pas que ça soit vu sur cet angle-là. Je pense que c'est pour répondre d'abord... Ce sont des hypothèses. Oui, des hypothèses, bien sûr. C'est pour répondre d'abord à une certaine demande. D'abord, on a vu l'essor qu'a connu
le sport ces derniers temps-ci avec l'équipe nationale qui a fait un parcours élogieux à la Coupe d'Afrique des Nations. Et le secteur de la culture qui était un peu l'enfant malade de la maison. Les acteurs culturels se plaignaient du fait que le gouvernement en place ne leur accordait pas une place de choix dans sa gestion du pays. Et scinder le ministère de la Culture du ministère des Sports, c'est en quelque sorte pour dire, tiens, c'est pas du tout ce que vous pensez, chers acteurs culturels, je suis là pour bien travailler avec vous, quitte à ce que vous ne soyez plus les enfants malades de la maison. Donc, il faut aussi analyser le fait que Obeki n'a plus... Parce que c'était un gros portefeuille ministériel, il gérait. Mais il tenait même. Bon, parce que je raconte juste, lors de la cérémonie de passation, on était juste dans le lot du personnel, on était tapé juste dans le lot du personnel, pas à la place de la presse, mais justement, et on a entendu quand même des témoignages, on a entendu beaucoup des agents du ministère de la Culture qui se prononçaient. Mais toujours est-il que, quand bien même tout le bien qu'on a dit... des témoignages élogieux à l'endroit du ministre et le jeune ministre Oswald Omeki. Quand bien même les gens saluaient pour son dynamisme. Quand bien même il a eu assez de bien qui a été dit de son passage à la tête de ce ministère, il faut dire qu'au Bénin, nous avons été habitués à quoi? Les sports pour son ministre, les artistes avec leur ministre. Pour les artistes, c'est une façon... pour les artistes, c'est une façon de dire, tiens, quand j'aurai tel problème, telle doléance, il faut qu'il y ait un ministre qui soit là en permanence pour moi. Je ne dis pas que ce qui n'est pas le cas, mais il ne peut pas se dupliquer en tant que ministre, c'est pas possible. C'est vrai aussi qu'au départ, vu le capital de charge qui revenait au jeune ministre Omeki, eh bien, on était quelque peu dubitatif, on se posait une série de questions, non pas sur sa compétence, mais pourra-t-il vraiment manager tous ces différents départements? Il a pu le faire. Eh bien, ce serait plus fluide, ce serait davantage plus fluide si ces différents départements venaient à être autonomes l'un de l'autre. Vous savez, le sport, on peut quand même le dissocier de tout ce qui est culturel et touristique. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans le programme d'action du gouvernement, que le président Talon a accordé une place de choix au tourisme, au développement du tourisme. Et je ne vous apprends rien, le fils de Jean Pliat s'y attelle sensiblement, bien comme on le reconnaît, à faire connaître le Bénin au-delà des frontières du pays. Je pense que cela s'inscrit davantage dans ce cadre de promouvoir, de révéler davantage le Bénin au-delà de nos frontières. Et le ministre Abimbola, qui, comme je l'ai dit tantôt, connaissait bien sûr sa maison, pourra maintenant tranquillement prendre les dossiers en cours et lancer véritablement la promotion du tourisme et de la culture, comme le voudrait le président Patrice Talon. Ben, on m'a dit, en tout cas, bonne chance à ce 4e gouvernement de Athanase Patrice Guillaume Talon. Bien sûr, on continue dans ce débat d'autres sujets de l'actualité, justement, cette journée de réflexion de l'Union progressiste. On n'a pas tout dit du gouvernement. Vous avez laissé l'attraction. On ne dira pas forcément la plus grosse attraction. On ne dira pas forcément tout. Le nouveau porte-parole, vous avez semblé oublier. On ne pourra pas tout dire avec Orola qui, justement, le ministre 2020. Voilà. Allons-y avec... on suit son premier exercice. On suit son premier exercice. Merci de m'avoir appelé. Igor Moutondi, oui, nous allons suivre le premier exercice du ministre Oronla. Modalité de déroulement de la campagne de commercialisation 2019-2020 des amendes de karité. Cette campagne sera lancée le 12 septembre 2019 dans la commune de Waké et s'achèvera le 31 mai 2020. Prenant en compte les attentes des acteurs de la filière, le Conseil a décidé de maintenir le niveau de prix de la campagne précédente en fixant à 100 francs CFA kilogramme le prix plancher d'achat de l'amande. Résultat du processus de sélection d'un opérateur du contrat de gestion et d'un auditeur des contrats pour la gestion de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E. Dans le but de consolider les réformes en cours à la dite société
Et afin d'assurer durablement sa bonne gestion pour de meilleurs services aux consommateurs, il s'est avéré indispensable de recourir à un contrat de gestion et à un auditeur des contrats. Au terme du processus de passation des marchés engagé à cet effet, la société canadienne Manitoba Hydro International Limited et le groupement Société française de réalisation d'études et conseils Sofreco AAA KPMG Togo ont été déclarés adjudicataires provisoires respectivement pour l'opérateur du contrat de gestion et l'auditeur des contrats. Compte rendu des travaux de vérification de la régularité des opérations de reversement dans la fonction publique des agents occasionnels et autres en agents contractuels de l'État. Cette vérification, décidée par le Conseil des ministres du 11 janvier 2017, a été conduite par une commission interministérielle dont les travaux ont porté sur un total de 37 607 dossiers ayant servi de base au reversement de 30 776 agents. Les anomalies relevées sont relatives, entre autres, à l'âge d'intégration des agents dans la fonction publique. En effet, certains agents ne remplissaient pas la condition des 18 ans minimum au moment de leur reversement et d'autres avaient déjà passé l'âge d'admission à la retraite, soit 60 ans. Des irrégularités portent également sur les diplômes produits par certains agents. Ainsi, l'on note des discordances de date entre les 10 diplômes et les actes de naissance, la postériorité de parchemin à la date de recrutement de l'agent, de même que des diplômes obtenus à l'étranger, mais non assortis de certificats d'équivalence ou d'authenticité. Au total, la Commission a dénombré 25 135 agents régulièrement reversés et 5 641 qui l'ont été de manière fantaisiste. Ceux-ci devraient faire l'objet d'un renvoi pur et simple de la fonction publique. À l'instant, Alain Auron, là, le tout nouveau ministre de la Communication et de la Poste. Loris Foyer, d'abord, on l'a vu, ton premier exercice, voilà, en tant que porte-parole du gouvernement, on était habitué quand même à voir Omeki. En temps, c'était Pascal Léoné Koupaki et ensuite Omeki a pris après Pascal Léoné Koupaki, l'actuel président de la Cour constitutionnelle, Maître Joseph Djokbenou, et après Ansad Omeki, qui cède sa place maintenant à Maître, enfin, au ministre, pas à Maître, mais au ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement désormais, Maître Alain Auron, qui, dans sa première intervention ce mercredi, rassurer davantage la presse sur ce qui concerne son cahier de charge. Nul doute que c'est un cadre accompli, nul doute que c'est un intellectuel accompli, nul doute que c'est un avocat, et aux avocats on peut tout arracher sauf la rhétorique, sauf la manipulation, sauf l'aisance à manier cette langue des autres, à convaincre, même sur ce qui ne convient pas d'être convaincu, oui. Mais ici, il s'agira de la communication, il s'agira du management de la communication du gouvernement. Je pense que c'est assez délicat et que le ministre va davantage l'appréhender. Et je compte aussi je pense aussi qu'il va devoir s'appuyer sensiblement sur la direction de la communication de la présidence, et surtout sur le directeur Wilfrid Léandre Ngbedi pour les réflexes de base, parce que vous savez, convaincre n'est pas communiquer. Oui. Convaincre, je veux dire, au barreau, convaincre au prêchoir et autres, n'est pas communiquer. Je pense que c'est différent. C'est différent. Il y a une nette différence qu'il sait. Je ne lui apprends rien. Et ici, il faudra savoir faire le choix des mots qu'il faut. Il faudra savoir mesurer les sorties. Il faudra savoir communiquer sur ce qu'il faut. Il faudra savoir la pondérance, la sagesse qu'il faut dans le choix, surtout des
concepts, des moments, le timing, et tout cela, je sais qu'il sera fait, concilier tout ceci avec son capital de savoir. Avec, ce sont là les débuts de Orunla en tant que ministre de la Communication et de la Poste. Moi je donne pas porte-parole du gouvernement, je donne pas des notes, mais quand j'ai vu jusque là les porte-parole régime la rupture, vous savez ce qu'on dit n'est pas du tout politique. J'ai tellement apprécié le ministre Omeki dans l'exercice parce que je l'ai toujours vu beaucoup bien posé, assez sage, hein, justement, dans ce rôle. Contrairement à ce aux commentaires accordés aux jeunes, souvent on pense souvent que les jeunes sont bouillants, agités, pas pondérés, mais c'est tout le contraire. Ça, j'avoue, j'adhère à votre lecture, j'avoue. Et certainement que son successeur pourra mieux faire d'ailleurs. Ces premiers mots, le monde des médias sera bientôt assaini au Bénin. Ces premiers mots du Conseil des ministres. Il y a une sorte de pitch. Je pense qu'il a tout de suite annoncé les couleurs. Il n'a pas trop attendu. Sa rentrée, c'était déjà lancé de pique aux promoteurs de journaux au Bénin et aux professionnels des médias. Il va assainir le secteur. Ça, c'est vrai. Une évidence, le ministre de la Communication et de la Poste est un intellectuel chevronné aux compétences avérées. Et je ne dirais pas le contraire. Toutefois, il va falloir qu'il arrive à faire la part des choses. Très connu, des médias aussi, sollicité surtout. C'est vrai que la plaidoirie, c'est de la communication. Toutefois, il va falloir qu'il sache que la communication, c'est autre chose que être. Mais ici, il y a des spécificités. Il a des spécificités. Il faut qu'il signe un peu la maison de justice. La maison de la communication. Mais il nous faudra en tant qu'homme des médias maintenant garder à l'esprit que nous avons affaire à un bon sachant des tests de la République et que désormais il ne lui faudra plus se référer ou aller fouiller pour nous dire exactement quelle est la peine, quelle est la taille de l'infraction. Et c'est quelqu'un qui est là pour bien... On ne pourra pas dribbler du tout. On ne pourra pas dribbler du tout sur tel ou tel test. Parce que c'est sa deuxième maison ou c'est sa première maison. D'où l'intérêt de sa nomination. Justement. Donc il faut maintenant faire attention dans le traitement de l'information dans toutes Merci Doris Feli d'abord, merci Dios Tchatia. On poursuit les analyses avec maintenant la zone de réflexion de l'Union progressiste. Igor Ntondi, si tout va bien, on revient sur le compte rendu du lancement, de cette journée samedi dernier au Palais de la Gratitude d'Abomey Calavi. Journée de réflexion à l'Union progressiste, première édition, rencontre d'envergure après la naissance du parti le 1er décembre 2018. Les 800 progressistes venus des 77 communes et 24 circonscriptions électorales du Bénin réfléchissent sur le militantisme au Bénin. Archil Massobodji, président du comité d'organisation, précise l'importance et les objectifs de la journée. Ces journées sont encore inédites par leur ambition. Elles visent ni plus ni moins à promouvoir au sein du parti, un militantisme de type nouveau. Un militantisme créant un militant capable, conscient de ses responsabilités vis-à-vis de ses camarades et de son parti, de ses concitoyens et de son pays. Le Bénin a besoin de militants de type nouveau pour la réussite du système partisan et l'enracinement de la démocratie. Pour cela, il faut, selon Bruno Amoussou, président de l'Union progressiste, former la jeune génération sur les vraies valeurs du militantisme. Nous voulons être des militants aguerris. Mais les signaux sont déjà là, qui indiquent notre détermination à adopter de nouveaux comportements. Jamais le bénévolat n'a autant prospéré dans notre pays. Ainsi, donnons-nous un contenu réel au militantisme. Parce que le terme militantisme a été banalisé depuis quelque temps. Bruno Amoussou insiste également sur les fondements de création de l'Union progressiste et reprécise ses ambitions, bâtir un parti fort, puissant, discipliné pour une réelle transformation sociale. Pour l'heure, nous pouvons retenir comme fondement de notre action les idées fausses que nous avions proclamées à l'ouverture
du Congrès constitutif en décembre dernier, à savoir aimer notre peuple et le servir, promouvoir une gouvernance éthique assise sur des valeurs humaines, aider les femmes et les jeunes à sortir de la misère par le travail et la solidarité. L'histoire du militantisme au Bénin, droits et devoirs du militant progressiste sont entre autres les thématiques abordées au cours de ces journées de réflexion qui a permis également à l'Union progressiste de faire le point des dernières législatives et remobiliser la troupe pour les prochaines joutes électorales. Ah oui, c'était le week-end dernier à Boumé-Calavi. La question qui se pose, Dios Tchatia, Doris Freddy d'abord, l'Union progressiste dans le combat pour un militantisme de type nouveau au Bénin, parce que ils sont convaincus qu'il faut la réussite du système partisan, et il faut l'enracinement de la démocratie, il faut calquer désormais le militantisme sous d'autres auspices et autres. Dios Tchatia, dites-nous, est-ce que ça ne va pas rester que de discours, de vains discours? Est-ce que dans les actes réellement, au sein des partis politiques au Bénin, est-ce qu'on pourra réellement voir ce que souhaite Bruno Amoussou? D'abord, je pense que le souhait de Bruno Amoussou, c'est un militantisme de type nouveau. Des militants qui ne s'attendent pas aux prébandes et à des sandwichs à la fin de chaque manifestation. Il avait évoqué, dénoncer ce comportement-là. Oui, ça doit naître maintenant des militants qui sont plus à l'écoute du peuple, quitte à satisfaire les besoins, les doléances de ces derniers. Toutefois, je pense que ça sera... Ils ont vraiment du pain sur la planche. Vraiment du pain sur la planche, parce que c'est pas du tout évident qu'à l'œuvre, on puisse voir des militants qui soient à même de payer leurs cotisations et tout ça. C'est vraiment compliqué. C'est vrai que dans les paroles, c'est beau quand il dit au pupitre que c'est ce genre de militant qu'il faut et que c'est l'idéal à suivre pour l'Union progressiste. J'étais ému d'entendre ça. C'est vrai, mais dans les actes ne vont pas forcément refléter les propos. C'est pas évident, je pense pas. Doris Freddy d'abord, ces discours-là, depuis 90, on a toujours entendu ces discours. On a toujours entendu ici des gens dénoncer l'achat de conscience, surtout en période électorale. Ceux qui sont dans la politique sans conviction, les transhumants, qui aujourd'hui sont dans l'Union progressiste, mais vous allez les retrouver peut-être dans le bloc républicain, et pourquoi pas dans l'autre côté, et autres. Alors dites-nous, est-ce que cela changera réellement quelque chose dans la façon d'agir des militants, puisque ce sont ces mêmes hommes politiques qui ont habitué les populations à la base à ce type de comportement? Il faudrait plutôt prier, comme vous le dites, il faudrait prier que ce militant du type nouveau dont rêve, enfin, que promeut le président de l'Union progressiste ou les cadres, que promeuvent les cadres de l'Union progressiste prennent corps. Ce militant de type nouveau, est-ce qu'il faut pour ce Bénin en général, pas seulement pour le bloc progressiste? Non. Vous savez, par le passé, comment se constituaient les partis? Les partis étaient constitués d'un promoteur de parti, d'un responsable de parti qui agit un peu comme un opérateur économique, qui investissait, qui éjectait le capital qu'il faut pour gérer. Et puisqu'il reste le seul détenteur de la manne financière, le seul à dépenser pour le parti, eh bien, il reste aussi naturellement le seul décideur. Et il se fait entourer de sa femme ou de ses proches ou de ses amis ou de son enfant ou de ses enfants s'il le faut, au détriment des autres militants qui de temps à autre sont sollicités pour servir d'échelle juste pour se hisser au pinacle de la gloire. Maintenant, plus que jamais, il faudrait associer tout le monde. Il faudrait amener le militant à s'approprier l'idéal du parti, à s'approprier la vie du parti. Les sacrifices qu'il faut. Merci.
Et ainsi, il se sent responsable, totalement engagé, au même titre que les ténors. Et ce ne serait plus seulement l'apanage ou l'asile des ténors où les jeunes sont juste appelés pour voter et pour le troisième âge ou pour les aînés. Non. Cette fois-ci, il faudrait intéresser tout le monde. Il faudrait ramener tout le monde à s'approprier les tests, les droits et devoirs du bon militant. Qu'est-ce que c'est qu'être militant? Être militant, c'est participer à la vie à tous les niveaux du parti, pas seulement du bloc progressiste. Et c'est justement ce que veulent promouvoir les cadres de l'Union progressiste. Désormais, le militant doit savoir qu'il a une quote-part, qu'il a une participation, qu'il a peut-être un minimum à apporter au parti. Il a des tâches. Il a peut-être à assurer la propreté du siège du parti. Il a des tâches précises qui lui reviennent. C'est important. Il ne lui revient pas seulement de venir voter à coup de 2000 francs ou à coup d'un sac de riz ou autre, au meeting chanter, danser un peu, prendre 2 t-shirts et c'est fini. Il est militant. Non. Et il faut maintenant fidéliser les militants. Avant, par le passé, on était militants de tous les partis. Oui, le temps que ce parti dégage et les mêmes militants restent pour accueillir l'autre chef de parti. Mais maintenant, il faudrait maintenant véritablement fidéliser comme cela se fait dans les démocraties, les grandes démocraties. Il faudrait désormais que des militants ne se cachent plus le visage à l'arrivée de la caméra. On en a vu dans des reportages sur certaines chaînes. Parce qu'il sait ne pas être de ce parti. Donc, ne voulant pas s'afficher, eh bien, il se cache ou bien il quitte là. Fidélité dans le il faudrait maintenant être fier de sa couleur politique. Il faudrait être fier de son parti. On assiste à cette démonstration, parce que au-delà de tout, c'était une démonstration de force de l'Union progressiste. Ah ben oui. Ce samedi, on a vu quand même des délégués, 800 délégués venus pratiquement de tout le territoire national. Finalement, Patrice Talon a raison d'avoir quand même garder la sérénité, la fermeté pour l'instauration du système partisan. Oui, le système partisan est venu corriger un certain nombre d'anomalies. Entre autres, les partis politiques qui naissent et qui sortent de terre comme des champions à la veille des élections. C'est bien ça, le bien fondé et l'importance de la réforme du système partisan. Instaurer, mettre en place de véritables partis politiques qui ont un objectif, un idéal, une mission, des principes et des valeurs. Et pour cela, il faudra mettre en place des militants de type nouveau. Et c'est à cela que va s'atteler, je pense, les tenants de l'Union progressiste dans les jours à venir lors de leur prochain congrès. Maintenant, Dios Corneille, jusqu'où iront les géants, jusqu'où iront ces différents blocs? Est-ce que ça va être durable ou justement parce que ça n'est pas une première. C'est vrai qu'on n'a pas eu par le passé des cadres légaux comme ce fut le cas actuellement. Non. Avant, on se constituait juste autour de tel ou tel leader, de tel président. On a eu l'UBF sous Kérékou, on a eu FCDE sous Boni Yahi. Mais la différence, c'est qu'il y a un cadre, champ de changement. Moi, c'est la vraie question. La différence maintenant, c'est qu'il y a un cadre juridique. Il y a un cadre juridique. Donc, que deviendra le système partisan après peut-être et jusqu'à quand? Talon, c'est peut-être ça. Justement, c'est là la grosse question. Voilà. Non, la question reste donc posée aux acteurs du système politique, mais également aux journalistes que nous sommes. Nous aurons certainement à en débattre sur d'autres plateaux du Forum des relations ou sur d'autres émissions au groupe de presse EDEN Télévision Diaspora FM. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Malheureusement, on n'a pas pu faire le crochet par rapport à l'actualité africaine. Ce n'est que partie remise. Nous y reviendrons dans nos prochaines émissions du Forum de la rédaction. Merci à toutes et à tous. Dios Tchatia, directeur de rédaction du quotidien Les Pharaons, et Loris Freddy, d'abord rédacteur en chef de EDEN Télévision, étaient donc mes deux invités. Merci à tous. Igor Ntonji à la réalisation, Didier Guédou au son, et puis voilà, la caméra, les techniciens vaillants de la maison. Merci à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.